On va saluer Kelly Akweso du www.radiosportfmtg.com. Bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous les auditeurs de Sport FM. Bien. L'arbitrage, c'est un élément important pour faire du football. S'ils ne sont pas là, on ne sait pas si un match de football va pouvoir se dérouler. Depuis quelques jours, il y a un problème entre l'Association nationale des arbitres de foot du Togo, le département de l'arbitrage à la FTF et puis la commission. C'est dans ce cadre que nous recevons le président de l'ANAFoot, Cédrou Kossi. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe ? Oh, rien de grave. On essaie de se comprendre seulement. Ce n'est pas un problème. C'est tout juste un malentendu, mais tout se règle quand même. Oui, où en êtes-vous maintenant ? Il semble qu'on veuille prélever des primes de faire des prélèvements sur vos primes en vue des formations à venir, des stages, ce que vous n'avez pas très bien compris, c'est ça ? Oui, d'abord, si nous parlons des primes des arbitres, aujourd'hui, les primes là, c'est à combien ? C'est à 25 000. Par match ? Oui, par match, c'est à 25 000 les primes. Et ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, l'association l'ANAFoot a fait un prélèvement à la base et la commission et les départements ont souhaité aussi faire des prélèvements pour la formation des arbitres. Oui, la formation des arbitres, ça importe tout le monde, parce que pour pouvoir bien évoluer, il faut se former. Mais il y a eu un malentendu dans la prise de décision. Bien. On vous revient juste le temps d'aller voir ce qui se passe dans le Nord, l'actualité là-bas avec Guler Inoussa qui est à Kara. Bonjour. Bonjour Nouniama France. Bonjour aux milliers d'auditeurs qui nous suivent chaque jour que tu le fais. Très bien. Bonjour. Alors, on parle de la 23e journée de la première division nationale de football. Et il y a des matchs au sommet, notamment Gomido Maranata, Akpalimé. Il y a également ce match entre Semassi et Bikenti. Et puis, l'autre match qui est à Kara, ASK AS Togoport, où il y a un événement, la remise du trophée du meilleur joueur du mois de Sport FM et de l'association des joueurs de foot du Togo. Le meilleur joueur, c'est Koudagba Kossi, actuel meilleur buteur du championnat avec 13 réalisations. Vous voulez en parler déjà ? Oui, justement, nous allons d'abord commencer par le dernier point dont vous venez de faire cas. Nous allons parler du meilleur joueur du mois que Sport FM chaque mois essaie d'accompagner l'association des joueurs de football du Togo. Et enfin, la récompense est dans le septentrion et c'est Koudagba Kossi de l'association sportive des chauffeurs de la COSA, qui va le prendre demain des mains du président de l'association. Ça sera à Evala Stadium lors de l'explication face à l'AS Togoport, comptant pour acte 23. Au match aller, lors des phases allées, ASTK et la formation portuaire se sont séparés sur la marque de 1 but partout, qui est Koudagba Kossi, né le 10 octobre 1995 à Patobé, dans la préfecture de Zio, chef-lieu Thiévier. Il a débuté sa carrière dans l'équipe de l'Espoir Football Club de Zio. Après une saison 2007-2017, il finit meilleur buteur de la zone sud avec 12 plantés. Et cette fois-ci, il décide d'être avec les chauffeurs de la COSA. Et là, actuellement, il est le meilleur buteur avec 13 réalisations. Et dès qu'il va recevoir la récompense demain, on verra s'il finira aussi par planter pour la 14e fois. Ça sera la pause du match l'ASK de Kara face à la formation de l'équipe portuaire qui a joué le week-end dernier, qui a joué en milieu de semaine à Bassar. Et après ça, on verra la suite. Il nous fait savoir sur l'épaule, mon joueur africain le plus préféré, c'est Samuel Eto'o. Et sur la planète Terre, c'est le CR7, Cristiano Ronaldo, ce joueur portugais qui fait vibrer la filée un peu partout sur la planète Terre. Revenons-en maintenant pour ce qui concerne Acte 23, vous l'avez déjà dit, un autre match entre Chris à haut risque. C'est Mathieu de Tokodé Bikenti de Bassar. Et attention, nous le disons, un match à haut risque. Il a presque la même vitesse que le match Gomido Maranata. Ne nous trompons pas que ne faisons pas les trucs. Il faut que la fédération suive ce match comme du lait sur le feu, comme le match de Gomido de Palimé, pour éviter que les choses ne se répètent. Parce que nous avons traversé un week-end difficile,
un week-end difficile à Lomé comme à Bassar. On ne veut plus voir cela sur la terre de nos aïeux. On a suivi aussi l'explication à Estogoport, un beau duel en perspective dans la Cosar. Nous avons suivi Asco de Cara qui est parti de Cara à 7h, Escala à Tapamé, et on ira défier la formation des anges pour Parcola Sacha. Nous allons transformer le terrain des anges de notre en Diabletin demain après-midi. Unisport va jouer en avancée. Cet après-midi face à Dito, Dito est averti parce que cette équipe est en perte de vitesse. Unisport, ils veulent rattraper le temps perdu. Fouata va jouer Koroki Metete de Chaba. Koroki, ça fait 2 sorties, 2 défaites face à Asso, face à Maranatha. Ils veulent garder le cap jusqu'à l'assaut final pour finir au moins dans l'histoire de Koroki, l'équipe championne du Togo. Pour la deuxième division, en avancée, Tigre joue à Bois de Kouzontou. Sarah Sport de Bafilo devait obtenir sa qualification dimanche dernier face à l'AS Guina, mais les gars de la rivière de Bafilo ont laissé passer leur chance face à Kakadele, une autre équipe qui fait bouger les lignes. Ça serait au stade Aniko Palako de Nyamtougou demain après-midi. Faut pas. Le terrain est suspendu, mais selon les informations que nous avons, la commission d'organisation a déjà fait sortir d'abord les combinaisons avant que la sanction ne tombe. Et si on veut vraiment respecter les tests, la sanction prendra effet à partir de la saison prochaine. Nounyama Franck ira défier AS Milan. Pour le reste, peut-être que ce n'est que la Coupe du Togo des combinaisons à proximité. On aura déjà mercredi Semati Koroki, ça c'est le replay du championnat national de foot de première division où Koroki avait pris les 3 points à Sokone. Et puis au même moment à Kara, ASK joue Vikenti, ça serait à Ivala Stadium. Et là, avant de jouer encore à l'espace de 4 jours, la 24e journée entre Vikenti de Bassar et la formation de l'ASK de Kara, cette fois-ci on n'est pas dans les secrets de Dieu. Ce match ne pourra pas être joué à Bassar, mais ne sortons pas plus vite que la musique. La fédération va décider autrement. Ça peut être loin de la base du pied des mots, Barba, Bassar, et Asso va défier la formation de Fouadan et les matchs des petits poussets, Pandi Junior face à TAC. Ça serait jeudi, et puis Asso Fouadan, jeudi aussi à l'intérieur du pays. Voilà d'une manière ramassée ce qui se passe, mais nous, Nyama Franck, on ne cessera jamais de le dire. Tous ces matchs, quelle que soit l'allure, quelle que soit la vitesse, que tout cela se joue avec violence zéro, que les journalistes et certaines personnes n'escaladent pas les murs pour trouver leurs moyens de déplacement. Oui, merci Guelari Noussa. Autre chose à ajouter avant de nous laisser? Non, peut-être que un peu partout, vous savez, nous sommes dans le mois d'avril et d'ici le 27, ça serait l'anniversaire de l'indépendance de notre cher pays, le Togo. Et dans les préfectures, les choses sérieuses commencent par bouger, comme du côté de Tchamba, où l'association jeudi a organisé la Coupe de l'Indépendance entre les cantons de Tchamba, Kouloumi et Pengru Kosuntu 1-0. Ce n'est pas à Goua, je dis bien l'équipe cantonale de Kosuntu. Tancho et Alibi se neutralisent 0 but partout. Et c'est Tancho qui l'enlève aux épreuves de tir au but. Alibi 1-0, Tchamba commune 1. La suite des matchs sera ce samedi. Académie de Tchamba joue à FEM. Kri joue Glarini, Balanka joue Kambole, Bago joue Goubi, et ça c'est une bonne initiative dans les amours les plus reculés. Il faut donner de la joie, et là aussi, avec violence, facteur 0 Nounyama Franck. Merci Guelari Noussa, on va se retrouver demain pour ce match Semasi Bikenti. À très bientôt, excellent week-end. Sous le vieux, ça sera Semasi Bikenti de Bassar, au pied de Mont Barba Bassar. Au revoir. À très bientôt. On revient à vous, Cédro Kossi, vous parliez de prélèvement à la base. Ça n'a pas été discuté avec l'association, le département et la commission? Oh non, ça n'a pas été discuté avec l'association. Et l'association n'est pas contre la formation. Et l'association n'est pas contre le prélèvement. Mais l'association dit il faut que les arbitres soient informés et leur dire le bien fondé de la chose et comment ces fonds-là seront gérés. C'est ça l'important. Les prélèvements sont déjà effectifs? Oui, quand les communiqués sont sortis, on a commencé, mais l'association a fait sortir un communiqué et a adressé un courrier à la fédération et à la commission, précisant dans ce courrier-là les raisons qui motivent son refus. Et le mardi dernier, on était invité à la fédération, la commission,
l'association, les présidents des CRA, les arbitres, pour en discuter. Et c'est là où je salue la sagesse du premier vice-président de la fédération qui a vu la situation et a demandé que les premiers responsables se retrouvent et qu'on en discute d'abord. Et au cours de cette discussion, on est arrivé à une conclusion qui est que pour le moment, on sursoit à ces prélèvements, mais la commission et le département aussi ont des objectifs vis-à-vis de la CAF et ils devaient produire des rapports. Ce qui fait que dans ce mois d'avril, il devait y avoir une formation, ce qui est prévu sur le 12. Donc l'association a demandé que le budget de cette formation-là lui soit présenté et elle va prendre ça en charge. L'association va prendre la formation en charge. L'ANAFOOT. Oui, l'ANAFOOT va prendre la formation en charge pour le 12. Et pour le reste à venir... C'est sur une seule journée? Oui, c'est sur une seule journée. C'est sur une seule journée. Et ça concerne les arbitres qui font les matchs de première et deuxième division. Donc pour les autres journées à venir, on va étudier, voir dans quelle mesure on peut accompagner la commission et le département. Même si le budget est là, si l'association ne peut pas supporter, la fédération est là pour accompagner. Au cas contraire, si on doit chercher des sponsors, on est là pour tout. Alors, vous dites que les primes qu'on vous donne sont insuffisantes, 25 000. Il y en a qui prennent peut-être 60 quand ils ont match à l'intérieur du pays, voire 80. Mais au niveau de la commission et du département, on dit souvent que vous êtes bien payé et que vous devez participer à votre formation. Non, quand aujourd'hui on dit qu'on est bien payé, moi je vais taper sur la prime qui est à 25 000. Le reste, c'est le séjour que les arbitres devaient dépenser, le déplacement. Ils sont obligés de faire le déplacement. C'est des dépenses. La prime, c'est 25 000. C'est insignifiant. Normalement, ça devait être combien? Avant qu'on ait reçu la prime à 25 000, on avait demandé 50 000. Et c'est suite à des négociations, la fédération dit, on n'a pas les moyens. Mais pour cette saison, la saison en cours, on a écrit à la fédération, mais on dit que le budget est déjà arrêté, donc on va voir la saison qui va venir. Il semble qu'il y a des aides qui viennent au niveau de la FIFA pour s'occuper des arbitres et autres. Il y en a qui ont parlé de 50 000 $, ainsi de suite. C'est un programme fort que la FIFA a mis en place et ça demande que les commissions et les départements produisent des projets et soumettent ces projets-là à la FIFA. C'est les projets que la FIFA accompagne. C'est-à-dire que les fonds sont disponibles, mais il faut des projets. C'est ça le problème. Donc au jour d'aujourd'hui, je sais pas si au niveau de la fédération, cela est fait, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Donc s'il y a des projets pour vos formations, je crois que ça doit rentrer dans le plan de ces projets et qu'on ne vous demande pas, ou bien qu'on ne prélève plus des sommes sur vos primes. Oui, c'est le fait que les primes sont minimes et ces miettes-là qu'on veut encore prélever là-dessus, que les amis ne sont pas d'accord. Mais on dit qu'on est d'accord sur la formation. Parce que aujourd'hui, le football évolue rapidement et il faut du matériel et autres. Mais pour le matériel de formation, c'est la fédération qui devait accompagner sa commission pour ça. Mais pour les instructeurs, leurs déplacements, ouais, on est d'accord. Mais il faut que ça se discute. Et on a dit aussi, quand on a le budget, si c'est des cotisations d'appoint qu'on peut faire, on veut dire, pour cette journée, voilà, compte tenu de la formation qui est programmée, on souhaite faire un prélèvement. Voilà le montant. Si ça ne suffit pas, quelles sont les bonnes volontés qui peuvent accompagner? Mais si on doit faire seulement des prélèvements, c'est ce que vous ne voulez pas. Oui, c'est ce qu'on ne veut pas. Il semble qu'il y a beaucoup de problèmes entre vous, arbitres, que le département de l'arbitrage a ses hommes, la commission des arbitres a ses hommes, le président de l'ANAFOOT a ses hommes. Et voilà un peu, on parle d'un peu de mélange. Que dites-vous? Qu'est-ce qui se passe en fait? Non, l'arbitrage est unique, et tout ce qu'on fait, c'est dans l'objectif que
l'arbitrage togolais retrouve du haut niveau. Et cela, bon, si on dit que le département a ses arbitres, la commission a ses arbitres, on est tous des humains. On est tous des humains, on peut avoir des préférences. Mais quand l'arbitre professionnellement, est-ce que ça quand l'arbitre fait du bon travail, il est reconnu qu'il est le meilleur. Le problème ne se pose pas. Quand tu fais, aujourd'hui, c'est le travail qui paie. C'est le travail qui paie. C'est même au niveau de la Coupe du Monde, on trouve moins des arbitres africains. C'est à cause du travail, hein. C'est à cause du travail. Parce que le football génère beaucoup de fonds et il ne faut pas que les décisions des arbitres mettent du gâchis. Raison pour laquelle on met aujourd'hui l'assistant vidéo. Si j'ai suivi la dernière fois la finale PSG AS Monaco, où la vidéo a beaucoup joué. C'est pour toujours accompagner les arbitres pour la prise des décisions. Donc chez nous, on n'est pas arrivé à ce niveau, mais le peu de moyens. Vous n'avez même pas les oreillettes. Vous y pensez? On y pense. Ça coûte combien les oreillettes? C'est au-delà d'1 million. Oui, et ça ne dépasse pas le football togolais. Ça ne dépasse pas le football togolais. Mais pourquoi on ne les a pas, ces oreillettes? Pour vous aider? Il faut poser la question à la commission, à la fédération. Oui, il semble aujourd'hui que certains arbitres ne se parlent pas parce que au niveau du département, de la commission, on est venu chambouler les choses. Amédia Issata, par exemple, qui était la numéro 1, après a été, on va dire, ramené en deuxième ou troisième position. Ça fait qu'il y a des murmures. À ce niveau, moi, vous êtes au courant de cette situation? Pour ce niveau-là, je vais vous dire, Franck, qu'il faut savoir laisser place à ces poursuivants. Le haut niveau, on le fait dans un temps donné. Que quand vous arrivez au haut niveau, il y a un temps, vous commencez par chuter. Et quand vous commencez par chuter, il faut remplacer. Or, si nous prenons le côté féminin de l'arbitrage togolais, elles sont combien sur la liste? Elles sont 4. Et à chaque désignation, les 4 sont sortis. Que ce soit à Mehdi, que ce soit à Médové. Quand c'est à Mehdi qui a match, les 4 sont sortis. Quand c'est à Médové qui a match, les 4 sont sortis. Mais il faut toujours préparer la relève. Et il y a... C'est ce qui se fait ou on le fait sur état d'âme, je ne m'entends pas avec celui-ci ou je ne m'entends pas avec celle-ci et on prend des décisions. Est-ce que ça n'arrive pas? Ça arrive, j'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous des humains, ça arrive, mais après tout, on met en avant l'intérêt supérieur de la nation. Vrai. Oui. Très bien, c'est l'association qui doit défendre ses oui, l'association, membres, hein? Oui, l'association est là pour défendre les arbitres. Et moi, au jour d'aujourd'hui, à Mehdi, Vissé, on est en parfaite entente. On s'accorde correctement sur les choses. On s'accorde correctement. À Mehdi, c'est un sifflet togolais à saluer. Oui, à saluer. Elle a fait pour le pays. Oui. Et aujourd'hui, si c'est Ami Domifissé qui monte, elle doit l'accompagner aussi. Elle doit l'accompagner, c'est comme ça que le travail se fait. Voilà. Ouais. Et l'arbitrage togolais qui manque terriblement de moyens. Est-ce que vous parlez de ça tous les jours? Il n'y a pas de matériel, on vient de parler des oreillettes, vous n'avez pas le matériel de la dernière génération, vous êtes un peu en retrait. Que faites-vous? Oui, c'est là où nous demandons, au niveau de l'association, on a pris attache avec les sociétés pour avoir le sponsoring. Or, le football togolais a fait que c'est un petit problème, que les gens n'ont plus confiance. Les gens n'ont plus confiance, mais on continuera pas à faire ces efforts-là pour que le minimum qui peut permettre à nos arbitres d'être à la hauteur, on va mettre ça en place. Donc aujourd'hui, on peut être sûr que les arbitres togolais sont soudés, que ce soit au niveau des femmes, au niveau des hommes. C'est bien, tout va bien. Aujourd'hui, tout va bien. S'il y a des petits problèmes quelque part, c'est des problèmes de personnes. Mais en dehors de ça,
l'arbitre togolais, il y a de l'entente. Et vous n'avez pas de problème avec le département, vous n'avez pas de problème avec la commission? Le département et la commission, on n'a pas de problème particulier. S'il y a des situations qu'on nous présente, on en discute, ça s'arrête là. Par exemple, le cas de ces prélèvements-là, on dit qu'on n'est pas consulté, et s'il y a des prélèvements, il faut qu'il y ait un budget et qu'on sache, voilà le montant, quel effort on doit faire, si c'est des sponsors qu'on doit demander pour que les arbitres ne soient pas pénalisés. Bien. Que voulez-vous dire avant de terminer? Je voudrais revenir sur les cas de violence. Voilà, vous avez même sorti un communiqué, vous faites bien de le rappeler. Oui, les cas de vous violence. Vous n'avez pas été visiblement écouté, parce que le communiqué aussi est arrivé, on va dire, jeudi. Oui. Et c'était trop juste, non? Non, le communiqué, on l'a écrit en français facile, pour que ça soit bien compris par tout le monde. On n'a pas demandé qu'on ne joue pas ce week-end. On a proposé à la fédération. C'est à la fédération de prendre les dispositions. Donc, on a proposé, mais la fédération a jugé que, c'est un peu tard, il faut programmer les matchs. Oui, on les accompagne. Mais que nous souhaitons que les réactions, les décisions soient vite prises pour que ceux qui ont encore à l'esprit de poser ces actes de violence soient dissuadés. Sinon, ce n'est pas normal ce qui s'est passé à Lomé, au stade municipal. Et c'est là c'est très grave. Pourquoi je le dis? Parce que nous savons que notre équipe championne qui représente aujourd'hui dignement le Togo, je parle de Astogopor, oui. Il joue au stade municipal. La dernière fois, l'inspecteur de la CAF, qui est là pour faire les visites, était au stade pour voir quelles sont l'infrastructure et vient assister à ces scènes. Je vous jure que quand les incidents ont commencé, le chauffeur qui l'a amené a demandé, vu la situation, si on peut partir, il a dit non. Que moi je vais rester, je vais tout filmer, je vais tout voir. Il était là au stade quand tout cela s'est passé. Il était là jusqu'à la fin, jusqu'à ce que les amis nous quittent. C'est grave. Ça c'est le week-end. Et le mercredi à Bassa. Ce qui s'est passé à Bassa et que Bikenki même ils ont fait sortir un communiqué, c'était très, très déplorable. Ceux qui ont assisté au fait, c'est Dieu qui nous a sauvés. Sinon, il y aura des morts là-bas. Mais on parle du football. Donc l'association n'est pas d'accord. L'association n'est pas d'accord avec la violence. Et demande à la fédération de prendre... Quand il y a cette situation, que la commission de distribution se réunit rapidement. Qui sanctionne ce qu'il y a sanctionné. Qui sanctionne, surtout qu'on tire vers la fin de ce championnat où il y a des relégations, chacun fait ses calculs. Les dernières journées là seront très, très, très disputées et ceux qui vont tomber, c'est que ce serait difficile. Donc, je salue l'effort que la fédération fait aussi. La dernière fois, ils ont envoyé un officier de police pour pouvoir cadrer les choses. Et c'est grâce à lui qu'on a des vies sauves. Sinon, la fédération fait les efforts. Je suis certain, quand il y a ces matchs, sur tous les terrains, il peut y avoir des incidents. Mais il y a des matchs phares. Par exemple, ce week-end, il y a Gomido Maranata. C'est Massi Bikenti. Voilà, c'est Massi Bikenti que notre ami Goliath a dit tout à l'heure. Oui, il y a des matchs phares où la fédération fait l'effort pour mettre autant de forces de l'ordre pour pouvoir sécuriser. Mais il y a aussi des mal intentionnés qui sont toujours là pour mettre du désordre. Et ces mal intentionnés ne sont pas les vrais supporters. Ils ne font rien au club, mais grâce à ces actes, ils pénalisent le club. Donc l'association est très ferme sur question de violence et on invite aussi la fédération, les acteurs. Cela peut vous amener à boycotter les matchs? Pour boycotter les matchs, ça dépendra de l'allure et de la décision que la fédération va prendre. Aujourd'hui, on n'est pas là pour boycotter, on est là pour accompagner la fédération. Bien. On veut que le football se déroule dans le fair play, dans le fait qu'il y ait du bon résultat. Bien. On va conclure avec vous maintenant. Que voulez-vous dire? D'abord, je souhaite bonne chance
à tous les arbitres qui sont déployés sur toute l'étendue ce week-end que les matchs se déroulent dans le fair play et que sans incident, et que les semaines à venir, qu'on s'entende correctement sur les choses. Merci Sédio Kossi, président de l'Association nationale des arbitres de foot du Togo. Bon courage et à très bientôt. Merci et bon courage. Merci bien. Et nous parlons de la Coupe du Togo, le 3e tour. Le calendrier est bel et bien précis désormais. Il y aura des matchs mercredi et jeudi prochain. Mercredi au stade municipal de Kara, ASK Bikenti. Mercredi toujours à Sokodé, Semasi Koroki. Mercredi encore à Palimé, Gomido Okiti. Mercredi au stade de la Jeunesse Club d'Agoué, Dito AFA, ce club qui a créé la surprise en éliminant l'ASOTR. Mercredi au stade municipal de Lomé, Estogoport, Boluessou. Jeudi maintenant municipal de Kara, Fouadansko. Jeudi encore Sokodé, Pandi Junior, Tchaoudou Athletic Club. Palimé, Maranatha, Kotoko et puis municipal de Lomé. En temps de espoir, des stades ont été retenus. On n'a pas envie de jouer sur tous les stades pour pouvoir bien contrôler les choses. C'est un peu l'objectif, Michel Adiavoin. Oui, c'est ça l'objectif. Il faut quand même dire que pour la Coupe du Togo, après les tours au niveau donc des ligues et des districts, quand ça devient au niveau donc des 16e de finale déjà, la fédération prend en compte l'organisation parce qu'il faut quand même rappeler que au premier tour et au deuxième tour, c'est le club qui joue dans une division inférieure qui accueille le club qui joue dans la division supérieure, obligatoirement. Quand les clubs sont au même niveau des championnats, le club de premier tiré accueille le club tiré en deuxième position. Mais à partir des 16e de finale, la fédération peut choisir donc les terrains et les terrains les mieux sécurisés ils sont choisis justement pour accueillir donc cette phase-là. Donc le mercredi, jeudi, c'est calé. On va suivre ces matchs-là. Le mercredi, jeudi pour ce 3e tour, bien sûr. Et ça devait être normalement une journée pour la 8e pour les quarts de finale de la Coupe de 27 avril. Si vous consultez un peu les planning qui était donné en début de saison, mais la Coupe de 27 avril est un peu remodelée parce que il faut dire que on jouera juste les demi-finales et les finales, ensuite la finale. La finale, donc ça a dégagé cette journée du 11 avril qui permettra donc d'avoir ce 3e tour de la Coupe du Togo. Oui, et cette formule pour jouer la Coupe de l'Indépendance, c'est un choix de la fédération, c'est le manque de moyens qui justifie toujours ça. On prendra les leaders des deux zones au niveau de la D2 et puis les deux premiers au niveau de la première division. Non, c'est le choix de question de moyens, mais pour faire jouer les équipes, la fédération fait toujours des efforts. La fédération veut donner au maximum de compétition à ces équipes. Donc, le seul moyen ne suffirait à dire que c'est par rapport à ça qu'on a réduit le calendrier à ce niveau. C'est plutôt la situation de temps. Nous sommes en année de Coupe du Monde et le temps est tellement comprimé. Il faut tout finir avant la date du 15 juin. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si il y a la Coupe du Togo, et c'est l'une des premières, la Coupe du Togo, qui a commencé depuis les petits clubs de quartier. Donc, ça a déjà donné beaucoup de compétitions. Ajouté au championnat qui était prévu pour 22 journées, qui était amené à 30 journées pour la première division. Et pour les D2, c'était prévu pour 14 journées. Ça a été amené maintenant à 18 journées. Donc, quand vous voyez ces championnats qui ont pris plus de journées et la Coupe du Togo qui va se jouer à plusieurs tours. Et maintenant, il faut encore jouer la Coupe du 27 avril dans sa version donc initiale. Je crois quand même que on ne pourra pas trouver de date pour toutes ces compétitions. Il ne faut pas aussi oublier qu'il y a aussi l'AS Togoport qui joue en compétition internationale et qui heureusement s'est qualifié pour le tour suivant et qui accumule des matchs en retard. Il faut trouver des dates aussi pour programmer tout cela. Quand on fait tous ces calculs, pour finir tout,
au plus tard le 10 juin. Je dis bien au plus tard le 10 juin et avoir 5 joueurs donc francs pour permettre à ceux qui doivent aller au mondial de se déplacer. Je crois quand même qu'on a besoin d'alléger un certain calendrier et malheureusement c'est la Coupe du 27 avril qui a été un peu donc allégée pour trouver au moins un petit temps à ce niveau. Voilà, on va enchaîner, mais d'abord on va saluer Aristide Kouvidien qui est en studio. Bonjour. Bonjour Franck, bonjour à tous. Vous allez bien? Très bien. Merci. La 23e journée de la première division nationale avec ce match très attendu à Palimé entre Gomido et Maranatha. Avant le match vu par Ezekiel Ayatayi. Un gros choc du cloto, le duel de deux frères ennemis. Les Showboys, haut perché au sommet de la D1 nationale, face aux messagers 7e à 13 longueurs. Gomido a fait de Palimé une cité imprenable où, en 12 matchs joués, seul Koroki a pu s'imposer et laisse Togoport le point du nul. Tous les autres ont assisté impuissants au spectacle des Showboys. Mieux encore, Gomido à Palimé n'a encaissé que 3 petits buts en 12 rencontres, soit un but tous les 4 matchs. Une statistique qui montre à suffisance la solidité des protégés de Unido Baché dans leur antre. Alors, Maranatha a-t-il les ressources pour éteindre le feu qui lui est promis par les supporters de Gomido? C'est la grosse interrogation. Surtout qu'à l'aller, Gomido avait pris les 3 points à Womé. C'était à la 8e journée où Maranatha était relégable. Mais depuis, les messagers se portent bien et se déplacent à Palimé avec 3 victoires lors des 3 dernières journées et comptent dans leur rang le deuxième meilleur buteur de l'exercice, Gustave Yeboah. Et dire que Koroki a perdu son fauteuil de leader en affrontant Maranatha à la précédente journée? Voilà qui peut faire réfléchir les Showboys et leurs bouillants supporters. Les protégés de Gabriel Amei ont peut-être la bonne formule pour déchoir les rois. En tout cas, tout porte à croire que ça promet des étincelles et de la revanche dans le ciel du grand stade de Palimé ce dimanche. Ezekiel Ayatayi, messieurs, merci, excellent week-end. Aristide Kouvidien, Gomido, potentiel champion? Oui, c'est probable. Vous savez, quand vous voyez un peu la façon dont cette équipe est en train de développer son football cette saison, vous comprendrez en même temps qu'il y a de l'envie. Et surtout, lorsque cette équipe joue à domicile, il y a l'orgueil local qui l'anime certainement à hausser son niveau de jeu. C'est vrai que Gomido occupe aujourd'hui la tête du classement, mais quand vous regardez un peu le tableau, vous allez voir que cette équipe ne dépasse une équipe de Koroki Metete de Tchamba par 1 point. Oui. Et voilà, vous allez voir qu'au niveau du peloton, c'est des équipes qui se dépassent par 1 ou 2 points. Et donc, ça va être serré à la dernière journée. Alors, Koroki est essoufflé? Koroki essoufflé, je ne pense pas. Peut-être c'est dû, disons, au manque de lucidité des attaquants, parce que vous savez, marquer des buts sans encaisser aucun a toujours été le leitmotiv des équipes lorsqu'ils jouent en championnat. À ce niveau avec cette équipe de Koroki de Tchamba, on a compris que l'orgueil a fait que au niveau des joueurs, on s'est dit, bon, tout était déjà gagné, sans oublier que dans un championnat comme le nôtre, surtout quand il s'agit de la première division, l'essentiel n'est pas de bien commencer, l'essentiel est de bien terminer. Parce que vous savez, il faut aborder toutes les rencontres comme une finale, et surtout quand il s'agit de rencontrer des équipes qui sont également au top du classement, il faut comprendre qu'au niveau de cette équipe de Koroki de Tchamba, ils ont pêché un tout petit peu, mais je crois que ça a servi de leçon. Le fait que cette équipe se retrouve aujourd'hui en 2e position a servi de leçon, et moi je pense certainement que pour la prochaine journée, ça va être très difficile. D'ailleurs, avec cette rencontre de cette 23e journée, j'ose croire que si Koroki ne fait pas un match nul, attention, cette équipe peut rebondir dans le classement, parce que déjà nous sommes presque à la fin de ce championnat, il ne reste pas autant de journées, et donc moi je pense pour ma part que même si entre-temps on peut dire que cette équipe a été essoufflée, aujourd'hui cette équipe a encore de la valeur, elle n'a pas tout perdu. Oui, Kelly Akwiso, Gomido, on peut compter sur cette équipe désormais? Oui, on peut compter sur Gomido dans la mesure où cette formation est en train de démontrer qu'elle a les qualités requises donc pour finir champion à la fin de la saison. Je pense que nous avons toujours dit que si le président Unido Baché arrive donc à mettre de l'argent au sein de cette formation, elle devrait faire quelque chose de potable, parce que cette équipe se trouve dans une zone où on aime le football.
Et les supporters sont tout le temps là-bas et puis les joueurs ont de la volonté pour pouvoir faire quelque chose de bien. Mais quand les moyens manquent, surtout financiers, ça pose problème. Donc aujourd'hui, je pense que le président a mis les moyens et il a réussi également à recruter les joueurs qu'il faut, dont Womedové qui est arrivé à l'intersaison. Donc tout ça a contribué donc au niveau que cette équipe au niveau où cette équipe se trouve actuellement en championnat. Et donc c'est un sérieux candidat pour le titre. Et on dit souvent que l'appétit vient en mangeant. Là où ils sont, ils vont vouloir continuer dans cette logique-là pour finir champion du Togo, parce que la saison écoulée, nous avons vu tout ce que cette équipe de Gomido a vécu en fait, elle a failli être reléguée en deuxième division. Aujourd'hui, si elle occupe la tête du classement en première division, ça veut dire qu'il y a un travail qui a été fait. Et donc, c'est tout à fait logiquement que cette équipe se retrouve à ce niveau. Je ne vois pas encore cette formation de Gomido redescendre dans le classement, parce que ils vont vouloir gagner ce titre et viser maintenant le continent. Oui, Fortuné, qui a l'avantage dans ce match entre Gomido et Maranatha? C'est vrai que sur le papier, le Gomido est leader. Naturellement, on dira que les Showboys sont favoris, mais les surprises ne manquent pas. Oui, comme vous l'avez dit tantôt, les surprises ne manquent pas, mais je me dis, Gomido reste intraitable à domicile, donc partiellement, Gomido va... Maranatha n'a pas de chance, c'est ça? Maranatha pas de chance, ça reste quand même un match de football. Mais sur le papier, vous savez que Gomido n'a que perdu contre Koroki. Une seule fois à domicile. Donc c'est vraiment difficile pour Maranatha d'aller gagner encore à Kwalimé. Mais vous savez aussi, ce serait un match encore de revanche, puisque... Pour ce qui s'est passé l'année dernière, Gomido va se dire, il va falloir que je puisse me venger. Il faut que je me venge par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais écoutez, vous le savez, Franck. Je ne sais rien. Oui, mais nous sommes en football, 11 buts, on peut en marquer. Oui, 11 buts, mais quand même, vous savez que ça a été vraiment un match auquel, personne... La dernière fois, Maranatha a battu Koroki, Gomido en a profité. Oui, c'est toujours le football. Oui, c'est toujours le football, mais je vous dis aujourd'hui que ce match-là, c'est un match de revanche pour aussi Adika, qui va vouloir vraiment encore garder sa tête, garder la tête du championnat pour être champion. Donc je me dis, Maranatha n'a pas vraiment de chance. Néanmoins, que ça soit une surprise. Sinon, je me dis, Gomido va encore gagner avec tous les stars qu'ils ont, l'envie, la détermination, et avec tout ça, ça concourt à l'organisation que Uni a mis autour de cette équipe-là. Il faut que vous reconnaissiez ça, puisque Uni a commencé les entraînements avant tout le monde. Il se disait quelque part, c'est comme quelque part il savait qu'il devait jouer encore en première. Donc je me dis, c'est un peu ça. En tout cas, cette 23e journée commence dès cet après-midi avec le match avancé d'Ito Unisport. C'est Massi qui joue demain contre Bikenti. Beaucoup disent que c'est un match à haut risque. Pourquoi ça devait être le cas? Oui, peut-être compte tenu de l'ardeur qui anime la plupart du temps les supporters de ces deux équipes. Vous savez, comme on le dit d'habitude, le football se joue toujours à 11, mais le public est toujours désigné comme le 12e joueur. Et ce public nécessite donc toutes les attentions, parce que vous savez, le public est là pour hurler, le public est là pour danser, le public est là pour chanter et soutenir des équipes qui sont ardemment en quête de soutien. Quand vous prenez également cette équipe de Semassi de Sokode, c'est le club qui a le plus grand nombre de supporters dans notre pays, le Togo. Quand vous prenez également Bikenti de Bassa, vous savez, les Bassarois sont en quelque sorte des gens qui ont la plupart du temps, disons, un amour fou pour le football. La preuve en est que dernièrement, compte tenu de cette rencontre, Bikenti à Estogopor, vous avez vu les gens manifester leur désapprobation par rapport à un certain nombre de choses, alors que le football devait être d'abord l'élément essentiel, quelles qu'en soient, disons, les décisions de l'arbitre, quelles qu'en soient les interprétations, il faut quand même avoir ce courage. C'est pour ça, par exemple, les gens, je suis peut-être d'accord avec ceux qui pensent véritablement que c'est un match à haut risque, mais vous savez, il faut être toujours positif. D'abord, on peut se dire que bon, c'est un match de football, même en mettant en place, disons, des moyens pour pouvoir combattre cette violence, il faut dire simplement que le football puisse dominer, parce que l'enjeu tue parfois le match. C'est pour ça, moi, je pense quand même que les entraîneurs doivent comprendre que c'est d'abord un match de football. Ils doivent savoir qu'en cas de violence, ils doivent être sanctionnés. Les clubs doivent savoir également que c'est un match de football. Ils doivent se donner plaisir, parce que, vous savez, le football, c'est un peu comme l'ensemble du scénario au niveau du théâtre et d'un film.
où le public peut être également un élément essentiel, un acteur essentiel. Donc, ce public mérite toutes les attentions. C'est vrai qu'au niveau de la fédération, aujourd'hui, on a programmé ce match sans peut-être imaginer, peut-être que cette rencontre peut se terminer en queue de poisson. Mais tout est permis. Nous sommes en football, c'est pour ça, vous vous rappelez, l'histoire récente des compétitions nationales et internationales a offert un florilège de rencontres, souvent jouées à huis clos, à cause d'incidents avérés et peut-être à cause des sanctions des structures organisatrices. C'est pour ça, par exemple, moi je pense que d'ores et déjà la fédération doit penser à des stratégies pour pouvoir décourager les auteurs de ces violences. Je vous ai rappelé peut-être en semaine cette célèbre citation de Martin Luther King qui dit « Celui qui assiste au mal sans le combattre est un coupable ». Ça veut dire tout simplement qu'aujourd'hui, si nous sommes là à savoir que ce match est un match à risque, quand nous sommes là à savoir que ces supporters sont souvent objets de violence, quand nous sommes là à savoir qu'il y a des clubs qui, à chaque fois qu'ils jouent, il y a des supporters qui sèment la zizanie et que nous restons là à ne pas combattre ces violences, ça veut dire que demain, l'histoire nous redemandera des comptes. C'est pour ça, par exemple, moi j'exhorte les acteurs, chacun en ce qui le concerne, à jouer sa partition. En tout cas, c'est un match sur lequel il faudra être vigilant. On reviendra pour parler de cette histoire de violence tout à l'heure avec la commission d'organisation et d'homologation. On sait que la dernière fois, ça a été chaud à Bassar, jusqu'au point où le club même a sorti un communiqué qui parle d'actes graves. Ça, ça veut dire qu'il s'est passé quelque chose avec le confrère arbitre Jobo Suleiman qui, heureusement, est arrivé à Lomé, sauf. On parle de ce match également entre Estogopor et Semassi qui a pris fin, on peut le dire, en queue de poisson, avec des polémiques sur un deuxième but de Semassi, où l'arbitre a décidé que le ballon, le corner qui a été tiré avant le but, le ballon était déjà sorti avant de revenir sur l'aire de jeu. Donc les supporters de Semassi n'étaient pas content par rapport à cette décision et ça a créé des difficultés. Donc voilà, heureusement qu'il n'y a pas eu de blessés. Et on parle d'autres matchs également. Agaza qui joue contre la SOTR. Cette équipe d'Agaza ne se retrouve pas et se retrouve dans la zone rouge encore une fois. Oui, cette équipe se retrouve encore une fois dans la zone rouge, mais je pense qu'il y a quelques matchs. Elle a essayé donc de relever un peu la tête parce qu'il y a eu quand même des recrutements à l'intersaison. Donc avec l'arrivée de certains joueurs maintenant, cette équipe a fait quelques matchs nuls. Et puis, dont le 1 partout contre Espoir d'Ithierry et Maé d'incident également. Donc, je crois qu'aujourd'hui, cette équipe va être face à la formation de l'SOTR qui aussi est en perte de vitesse actuellement. Donc, ça va être un match pas très, très compliqué pour les Verts de Tokoan qui sont quand même confiants. Et face à l'SOTR. Hein. Face à l'SOTR, oui. Ils sont quand même confiants. Vous pensez que les Verts sont favoris? Non, pas favoris. Ça va être un match équilibré parce que la dernière fois, nous avons vu cette équipe de la SOTR aussi contre la SK de Kara. C'était pas une grosse équipe que nous avons vue en début de saison, sinon en milieu de championnat lors de la phase aller. Maintenant, il y a plusieurs joueurs qui sont en dedans, dont le capitaine Monglo Koko, Saïbou Badarou qui est blessé, tellement d'absence sur la liste de Nini Sebabi. Donc, c'est une équipe quand même un peu diminuée que la SOTR va présenter. Donc, je crois que c'est l'occasion pour cette formation des Verts de Tokoan de profiter pour pouvoir arracher un match nul ou si possible gagner et se redresser dans ce championnat parce que c'est vrai, ils sont actuellement dans la zone rouge et si ça continue avec une défaite contre l'équipe de la SOTR, ça va compliquer la situation pour les Verts de Tokoan en tout cas. Retenez, chers auditeurs, que dès cet après-midi, ça commence avec le match d'Ito Unisport qui a lieu au stade municipal de Lomé. À SK Estogopor, on en a parlé. À Kara, avec la remise du trophée du meilleur joueur du mois de mars. À Kosikou Dagba, meilleur buteur du championnat avec 13 réalisations. Il y a également ce match entre Semassi et Bikenti. Koroki recevra Fouadan pour peut-être reprendre ce qui lui appartient, le fauteuil de leader. Ange joue contre Asco, Kotoko, Espoir à Lavier, Gomido Maranata, on en a parlé, et puis à Gaza et ASOTR. Ça se joue au stade de la Jeunesse Club d'Agoué. En deuxième division, vous savez que c'est très serré à 3 journées de la fin de ce championnat. Dans le Nord, on n'a pas trop de problèmes. Sarah est devant avec 3 points sur Odalou, mais il reste 9 points à prendre, c'est possible aussi. Et ce match entre Sarah ou bien Kakad Sarah est vu par Latif Yoruma. L'enjeu de ce match réside à plusieurs niveaux.
D'abord le titre de champion, donnant droit au ticket pour l'élite en fin de saison, puis le billet qualificatif pour les demi-finales de la Coupe de l'Indépendance. Pour cela, Sarah, actuel leader, doit garder son fauteuil au sortir de la 17e et avant-dernière journée de l'exercice. Un projet qui commence forcément par un bon résultat ce week-end à Défalé dans l'antre de Cacadle. Le club d'Assoli a certes des arguments, mais le seul bémol réside dans les 2 matchs nuls d'affilée. D'abord face à l'AS d'Ankena Guiren-Kouka à la mise à jour du calendrier, puis à domicile le week-end dernier face à l'AS Bina lors de la 15e journée. Pas donc trop fort pour les protégés d'Amadou Ouattara qui ne jure pourtant que par la remontée cette saison. En face, c'est un surprenant Cacadle qui veut jouer le coup jusqu'au bout. 4e avec 24 points et donc à 5 longueurs seulement du leader, le club de Défalé n'a pas mathématiquement dit son dernier mot. La petite vient en mangeant, dit-on souvent. Et au-delà de l'objectif du maintien, ce qui est un acquis déjà, Cacadle peut aussi espérer une éventuelle remontée dans l'élite après une première expérience aussi remarquable. Attention donc à Sarah, lors de la 15e journée, Cacadle avait tenu en échec Odalo à Cambolé. Latif Yoromalalus sera donc très serré à ce niveau également. Les dirigeants de Sarah Football Club ont juré que cette année c'est la bonne pour monter en première division. Odalou, dirigé par Dongo Niadon, ne renonce pas. Ça va être très serré. Au niveau de la zone sud, il y a aussi des matchs très intéressants parce que c'est très serré. Entendeux qui joue contre Hirondelle, Goulesu qui va à Bouossé et puis Asfosa joue contre Étoile Filante. Là c'est la course au maintien. Okiti n'a pas encore dit son dernier mot. Oui, entendeux, c'est toujours possible. Le club est menacé par Ogboulissou. Il y a 2 points seulement entre les deux. Oui. En attendant un match entre les 2 clubs lors de la dernière journée. Je pense que c'est à ce niveau justement que la décision sera faite pour le ticket pour monter en première division. Mais il faut reconnaître aussi que le coach de cette formation en Minitor à côté est en train de faire un travail sérieux avec cette formation de l'entente de Delomé qui a frôlé la montée en première division la saison écoulée. Et cette saison également, l'objectif reste le même. Ils sont en train de travailler pour monter en première division. C'est vrai, ils ont fini champion lors de la phase aller. Maintenant, en seconde partie du championnat, cette équipe a levé un peu le pied et donc certains en ont profité donc Bolossou pour la bousculer un peu. Maintenant, elle est en train de revenir avec son effectif au grand complet, mené bien sûr par le capitaine Adamfia et puis Noukafou Victor qui sont là pour faire le travail. Maintenant, ils savent très bien que c'est possible de monter en première division, c'est possible de finir premier à la tête dans la zone sud pour pouvoir monter en première division. Donc c'est dans cette logique-là que cette formation va rester pour aller, et je pense que l'objectif n'a pas évolué. Donc cette équipe d'entente doit jouer le coup jusqu'au bout et surtout à la dernière journée contre son rival direct. Voilà pour le compte de cette 16e journée. Abou Ossé qui reçoit justement Gbolessou derrière en temps 2 au classement. Il y a 2 points d'écart entre les 2 clubs. Étoile Filante à Sfosa au stade de la jeunesse club d'Agoué. C'est ce samedi que se jouent ces 2 matchs que nous venons d'évoquer. SNPT Okiti. Okiti est 3e, donc a des ambitions aussi. Une victoire d'Okiti, on va dire au stade de Haotoué, peut donner des ambitions à 2 journées ou bien à 3 journées de la fin. Il faut dire Arabia, c'est le maintien, la course au maintien aussi en temps de Hirondelle. Alors, on revient à vous, Michel Adjavoin, membre de la commission d'organisation et d'homologation. Les championnats sont en train de finir et les calculs sont très pointus, les points sont importants. Comment éradiquer ces actes de violence? Non, je crois quand même que la première manière pour que les actes-là soient éradiqués, c'est justement de rapidement rendre les décisions sur les cas qui ont eu lieu ces derniers temps-là. Et là, la commission de discipline ne va pas tarder à le faire parce qu'il faut savoir que depuis 2 ans, la fédération a maintenant des commissions juridictionnelles élues au Congrès. Et ce sont des commissions indépendantes qui agissent rapidement. Et au niveau de la commission de discipline, qui est la première instance quand il s'agit de ce genre de situation, cette commission
a même des fois la main lourde quand il s'agit donc de sanctionner pour que ce soit exemplaire. Donc la commission de discipline, dès que cette situation se présente, prend rapidement les dossiers sont donc rapidement transmis à cette commission. Dès que les dossiers arrivent à la commission d'homologation, les dossiers sont directement transmis aux 7 membres de la commission de discipline et rapidement ils se réunissent. Mais aussi dans les réglementations de cette commission, quand un cas est urgent, une décision urgente peut se prendre par le président seul. Et cette décision peut déjà permettre de ne pas jouer un match quelque part. C'est un exemple parmi tant d'autres. Parce que le temps que toute la commission se réunisse, le président seul peut agir pour l'intérêt du football quand il y a vraiment urgence. Donc la commission de discipline va encore sévir. Et c'est vrai que c'est une commission qui est quasi permanente au cours de ce championnat. Presque tous les vendredis, cette commission se réunit aussi. Et la commission fait la démarche qu'il faut, entend d'abord les acteurs, entend ceux qui étaient sur donc, les lieux, afin de prendre donc, la décision qui s'impose. Alors, au niveau de la commission d'organisation, que faites-vous pour empêcher ces actes? C'est juste les policiers, les gendarmes autour de ces matchs, ou il y a d'autres choses que vous faites? Non, par exemple, quand je prends le match de Gomido Maranata, ce match-là, on n'a pas envoyé que les officiels du match, on a envoyé un officiel supplémentaire, un officier donc de sécurité. C'est le commandant Intekbe qui a été désigné comme officier de sécurité sur ce match-là, parce que tout le monde sait que c'est un match à haut risque. Donc, je crois quand même que au niveau de la commission d'organisation, nous voyons la portée des matchs et on essaie quand même de prendre des dispositions. On n'envoie pas n'importe quel commissaire de match sur ce genre de rencontre, parce que par rapport à comment le commissaire gère sa réunion technique, par rapport à comment est-ce qu'il gère l'organisation, comment il est pointueux sur l'organisation du match, dès qu'il arrive sur les lieux, il vérifie tout, si tout est au point, jusqu'au plan donc de la mise en place de sécurité, du dispatching des forces de sécurité, tout ça là, ce sont des éléments qui amènent à dissuader les fauteurs de troubles. Vous savez, malheureusement, des clubs font des efforts. Certains clubs font vraiment des efforts pour être dans les normes, mais il y a toujours dans certaines villes des fauteurs de troubles qui peut-être voudraient faire de manière à ce que ces clubs-là soient suspendus, ou qui voudraient peut-être que leur club gagne obligatoirement, parce que des fois la violence ne se justifie pas. La violence ne se justifie pas. On se demande, est-ce que ce ne sont pas des problèmes internes qui font que certains veulent commettre des violences pour donc faire sanctionner leur club. Donc, c'est des questions qu'on se pose. Mais je crois qu'au niveau de la commission d'organisation, d'abord, dès la programmation, les clubs soient informés et ce qu'ils doivent faire, ils le savent. Il y a un minimum de sécurité. Dès la fin du championnat, de la phase d'année du championnat, les commissaires de match sont avertis et ils sont informés sur le minimum qu'il faut pour qu'un match ne démarre. Si vous n'avez pas ce minimum-là, vous faites démarrer donc un match, c'est à votre risque et péril. Et les gens sont coupés, je donne le cas de M. Bessor, qui est coupé de 4 mois de suspension pour avoir fait démarrer un match à Kusuntu, et avec la présence de 2 agents de sécurité seulement. Donc je crois que sur ce point, la commission d'organisation essaie de tirer l'attention des commissaires de match qu'elle désigne pour que l'organisation soit vraiment nickel et qu'on puisse quand même avoir en place le dispositif dissuasif possible pour que les matchs se déroulent. Oui, Aristide Covidien, qu'est-ce qu'il faut pour empêcher les fauteurs de troubles d'agir lors des matchs de football? Oui, bien évidemment, vous avez posé une très belle question, parce que moi je pense pour ma part qu'aujourd'hui, il faudrait que chacun des acteurs puisse jouer sa partition, parce que on va pas être à chaque fois des sapeurs-pompiers, à chaque fois que voilà les incidents surviennent, qu'on vienne après pour dire bon, on va sanctionner tel. C'est-à-dire le mal est déjà commis. Il faut déjà anticiper les choses. Et donc moi je pense aujourd'hui que les acteurs du football togolais s'en sortiront en bloc ou ne s'en sortiront jamais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que au niveau des arbitres, au niveau de la fédération, au niveau des journalistes, au niveau par exemple des supporters et même des dirigeants de club, chacun en ce qui le concerne doit jouer sa partition.
Ça ne veut pas dire forcément que si aujourd'hui les supporters fassent leur part et que les autres ne font pas les leurs, ça veut dire forcément que à ce niveau, il y aura un problème. Les acteurs s'en sortiront en bloc ou ne s'en sortiront jamais. Moi, je suis en train de dire depuis un moment que sur le terrain de première division, il faudrait quand même qu'on ait ceux-là qu'on appelle des speakers. Les speakers ici, ça désigne pas forcément les haut-parleurs, mais les speakers désignent des commentateurs, des gens qui sont sur les stades, qui peuvent communiquer avec le public sportif. C'est-à-dire que, je prends juste un cas palpable. Le match, c'est Massi AS Togoport. On sait bien que Massi forcément va se déplacer avec un grand nombre de supporters. La plupart sont des thèmes, la plupart sont, oui, ceux-là qu'on appelle des cotocolis. Et donc, forcément, on peut avoir un speaker qui puisse véritablement s'exprimer en cotocoli et même avoir quelqu'un qui puisse, c'est-à-dire aider le public à comprendre parfois des décisions de l'arbitre. Ça se fait dans d'autres pays. Sur cette rencontre, par exemple, il suffirait, par exemple, qu'on ait quelqu'un qui prenne le micro et qui dit, voilà, l'arbitre Amédome Vicécia qui vient donc de siffler ou bien d'accorder un coup de pied de but, qu'on n'aurait pas ce qu'on a vu la dernière fois. Parce que pour le public sportif, c'est que l'arbitre a refusé un but. Un but est considéré, je parle bien évidemment sous le contrôle du président. Vous pensez que ça c'est suffisant pour maîtriser un public C'est un aspect, je vous dis. Chaque fois, vous connaissez bien le canton, on a dit, oui, il y a eu bagarre à Berre, il y a eu telle chose à Berre, on a gazé à Berre, comme si ailleurs vivent d'autres peuples avec d'autres préoccupations. Je le dis parce que quand vous prenez le cas de Berre, par exemple, il y a eu des matchs de petits poteaux. Je vous l'ai dit récemment que pendant la trêve, la plupart des joueurs de première division jouent dans des matchs de petits poteaux à Kodjendi, à Enfamé, ou encore à Ben City, ou encore à Togbato là-bas, qui sont payés parfois même à 50 000 francs. Donc vous comprenez un peu l'enjeu de ces rencontres. Mais c'est des gens qui viennent avec un esprit de fanatisme. C'est qu'on est là pour gagner. Alors que vous savez que l'histoire récente des compétitions a certainement amené des supporters locaux n'aimant voir et apprécier que leurs propres joueurs. Aujourd'hui, on doit surpasser cela. C'est pour ça, moi, je dis, quand, par exemple, il y a de ces incidents et qu'il y a quelqu'un qui prend le micro, qui dit « Non, attention, non, à la fin du match, on ne veut voir personne sur la pelouse », vous imaginez un peu que si cette rencontre était jouée peut-être à Agoué ou sur une autre pelouse, vous imaginez un peu ce que ça peut donner, alors que pourtant, on avait des grillages ici. Et devant des personnalités, on a vu des gens escalader des grillages pour aller commettre des forfaits sans être poursuivis. Vous comprenez ça? C'est pour ça, par exemple, moi je dis, ça peut être un aspect. Éduquer le public sportif, parce que des gens viennent forcément avec un esprit de fanatisme. Éduquez-les en leur disant simplement que non, sur cette décision de l'arbitre, parce que vous savez, oui, il peut arriver. Il y a ce qu'on appelle la loi et l'esprit de la loi, et parfois les interprétations diffèrent. Le législateur qui a conçu cette loi a eu certainement une raison en disant simplement que bon, ça peut se passer de cette façon, voilà la décision qu'il faut prendre. Mais l'interprétation parfois peut ne pas être comprise par tout le monde. Sur cette action de la dernière fois, on dit le ballon, un but est marqué lorsque le ballon aurait franchi entièrement la ligne de but entre le montant et sous la barre transversale. Et sous réserve qu'aucune infraction n'a été commise. Mais là par exemple, est-ce qu'il y a eu un but? Il n'y a pas eu but parce que il y a eu entre-temps une sortie de but signalée par l'arbitre assistante. Là, par exemple, ça veut dire qu'on ne peut pas parler de but refusé. Pour les supporters, c'était un but refusé. Maintenant, il n'y a pas but. Comment vous voulez qu'on puisse qualifier cela comme un but refusé et qu'il puisse amener les supporters à manifester leur désapprobation? C'est pour ça, moi, je dis, il faut d'abord un problème d'éducation. Éducation. Oui. Le deuxième aspect, par exemple, c'est au niveau de la fédération. Moi, je pense aujourd'hui qu'au niveau de la fédération, il faudrait quand même qu'on puisse demander l'aide au ministère de la Sécurité. C'est vrai que vous voyez parfois des forces de sécurité de l'ordre qui viennent au terrain, parfois avec des bâtons, parfois les mains vides, c'est-à-dire les mains nues, ils viennent pour sécuriser un match de football. C'est une triste réalité. Vous voulez qu'ils viennent avec quoi? Mais on vient sécuriser avec quoi? Vous voulez qu'ils tiennent des armes? Non, je vous pose la question, on vient sécuriser avec quoi? Vous voulez qu'ils tiennent des armes? Non. Quoi? Quoi? Pour sécuriser les marches. Oui. Ils viennent avec quoi? Moi, je ne sais pas, c'est vous qui... Mais je vous pose également la question. Non, mais c'est moi qui pose les questions. Mais moi, je crois qu'à ce niveau, il faut également un travail de sensibilisation au niveau des forces de l'ordre. Je vous ai dit récemment également que quand nous avons eu la chance d'ailleurs d'avoir à la tête de la Fédération togolaise de football, le lieutenant-colonel qui se trouve être un ancien gendarme,
un ancien directeur de gendarmerie et un ancien chef de service de renseignement. Ça veut dire que on peut déjà, vu l'ampleur de certaines rencontres, avoir des renseignements pour voir si ces rencontres sont des rencontres à haut risque, etc. Et choisir, par exemple, et mettre, et outiller, je voudrais dire, les forces de l'ordre de sécurité. Lorsqu'on est sur un terrain de football pour sécuriser une rencontre, en tant que force de sécurité, on ne suit pas le match. On doit regarder le public pour surveiller les actions suspectes. Parce qu'à ce niveau, la dernière fois, nous tous, nous avions vu ce qui s'est passé. C'est parce que les forces de l'ordre et de sécurité qui étaient dépêchées étaient devant, auprès de leur voiture, en train de suivre la rencontre, alors que les supporters commençaient déjà par lancer des pierres. Et ça, par exemple, moi je considère que ça a été peut-être une erreur de leur passé. Pour ça, je dis, on s'en sortira en bloc ou on ne s'en sortira jamais. Bien, ok. Vous, Fortuné Yao. Je me dis tout simplement qu'il faut tout simplement une sensibilisation au niveau des supporters, au niveau des clubs. Ça veut dire qu'un match comme Semassi et Bikinti, il va falloir qu'on puisse peut-être réunir les supporters, leur dire tant que vous faites ceci, votre club va subir ceci. Et je me dis que si le supporter sait en lançant un projectile, son club doit subir ceci, je me dis qu'il va s'abstenir. Et pas seulement des matchs à haut risque. Il y a presque tous les matchs sont à haut risque. Plus on est dans la dernière ligne droite et toutes les équipes veulent peut-être, d'autres veulent se maintenir. Quand une équipe peut-être comme Fouadan, peut-être comme Espoir veut se maintenir, ils joueront tout pour pouvoir se maintenir. Je me dis qu'au niveau de la fédération aujourd'hui, il va falloir une sensibilisation. Il va falloir d'abord, avant le match déjà, sortir sur les médias et que chacun dans son coin, peut-être les présidents des supporters, faire une réunion avec eux, leur dire bon voilà, ils iront véhiculer le message peut-être à leurs supporters et que la fédération aussi ne doit pas être complaisante dans des décisions. Quand il y a violence, il va falloir qu'on sanctionne avec la ferme décision pour que chaque équipe sache que telle équipe a fait ceci. Donc si je fais ça, je trouve que la fédération vraiment est complaisante dans des sanctions et ce n'est pas normal. C'est ce qui amène encore les violences jusqu'aujourd'hui. S'il y avait vraiment des décisions vraiment fermes, je me dis qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y aura pas de violences sur le stade. Vous, Kelly, vous avez peut-être une approche de solution? À mon niveau, je crois que d'abord le problème, c'est que les clubs togolais n'ont pas de groupe de supporters bien organisés. C'est ça. Et la plupart du temps, ceux qui sont à la base de la violence sur le terrain, c'est des individus qui ne sont pas peut-être très proches du club. Ils sont là comme supporters tout simplement. Il est là, il a peut-être acheté le ticket pour entrer. Il n'est pas d'accord, c'est lui qui se tape la poitrine, qui dit il est le guide dans ce genre de circonstances. Nous l'avons vu la dernière fois à Théviers. Il y avait un gars qui se faisait remarquer tout au long de la rencontre. Donc je crois quand même que les gens comme ça, qu'on ait un œil sur eux et à la fin du match, on te prend quoi. Comme ça, tu vas, demain, on entendra dire que celui-là, il a posé tel acte, il a été pris par la gendarmerie ou par la police. Le lendemain, d'autres ne vont pas vouloir. Il faut décourager les gens à travers ce genre de choses. Et puis, parfois, j'ai l'impression aussi que la fédération est trop clémente par rapport à ces prises de décision concernant les sanctions. Nous avons appris la dernière fois qu'il y a des sanctions qui ont été allégées, tout ça là. Non. La sanction est prise, que la personne subisse la sanction jusqu'au bout pour que d'autres ne répètent pas les mêmes actions. Parce que la violence sur les terrains, moi je pense que ça pollue un peu l'image du football dans notre pays. Donc il faut qu'on mette les petits plats dans le grain et surtout qu'on prenne des dispositions pour que si la sanction doit être là, que ça soit une lourde sanction afin que les clubs ne pensent plus à répéter ce genre de comportement sur les terrains. Sidjourko aussi, ça vous intéresse cette question de violence? Vous avez même sorti un communiqué pour dénoncer ces genres de situations. Les arbitres sont souvent concernés. Oui, les arbitres sont souvent concernés, ils sont accusés à tort. Si je reviens sur le cas de Togopo Semassi dont Aristide a parlé tout à l'heure, quand on dit que c'est très simple, c'est le b.a.-ba de l'arbitrage. Quand le ballon sort, et que quelle que soit la suite, on doit revenir. Et que le ballon est déjà sorti, on a joué, le ballon est sorti, l'assistant a déjà signalé, quelle que soit la suite qu'il y aura, le ballon est déjà sorti. Ça n'a plus d'importance. Et c'est ça qui a manqué. Et c'est vrai qu'on a besoin des speakers, comme il a dit, sur le terrain aussi, dans ces genres de situations, qu'on parle au public.
on a besoin de la formation et ces sensibilisations, on doit les faire sur l'échelle. Si nous prenons par exemple le match Gomido Maranatha qui se joue demain, déjà à partir d'aujourd'hui, sur la chaîne locale, on peut faire des débats sur ce match avec des acteurs bien avisés qui peuvent sensibiliser complètement le public. La même chose au niveau de Sokodé, parce que c'est très important. C'est que la fédération fera tout, mettra les dispositions, mais ces individus mal intentionnés, par exemple le cas, quand Alexis dit qu'on a giflé quelqu'un, un supporter a escaladé les grilles et allé gifler l'entraîneur de l'équipe et est revenu gaillardement. Ça n'a pas de sens. La sécurité est haut. Ce n'est pas normal. Donc c'est à tous les niveaux qu'on doit faire un effort, surtout la sensibilisation, très très importante. Michel Adiavouin. Pour revenir sur un peu comment ça fonctionne au niveau des commissions à la fédération pour l'extension. Vous savez que les commissions juridictionnelles sont des commissions indépendantes. Elles ne sont sous la pression de la fédération. La fédération n'a pas d'injonction à faire au niveau de ces commissions. C'est des membres qui sont élus. Élus par le même congrès que la fédération et qui ont leurs tests adoptés par le congrès de la fédération. Donc, ces commissions agissent par rapport à ce qui est dans les tests. Et quand il y a une situation, ces commissions consultent leurs tests. Malheureusement, une commission est au-dessus de l'autre. Et c'est comme au niveau donc de la justice dans la société. Quand une commission en première instance prend une décision, quand on va au recours, le recours peut trouver à redire des situations. Et c'est le meilleur fonctionnement à tous les niveaux. C'est même normal qu'on ait ces fonctionnements-là pour que la fédération ne soit pas elle-même jugée et habite. Quand les actes là comme ça arrivent, la fédération tape du poing sur la table. On a vu l'année dernière une situation qui est arrivée. Quand on voit la première déclaration du président de la fédération, il semble montrer un autre sens. Mais la commission d'éthique est allée dans un autre sens. Donc, c'est à vous dire que nous sommes maintenant dans le fonctionnement normal d'une fédération avec tout ce qu'il y a comme institutions et surtout des institutions indépendantes qui ne sont pas sous la fédération et elles doivent fonctionner comme cela se doit et on laisse la latitude. La fédération ne fait jamais de pression sur ces institutions qui sont indépendantes pour prendre une décision et des fois même à la commission d'organisation sur certains cas, nous voyons les décisions très lourdes par rapport à ce qui s'est passé. Et c'est normal que les gens passent par l'appel pour peut-être casser ces décisions. Nous sommes quand même dans un cadre sportif. Il faut aussi comprendre que le football sans violence, c'est difficile d'atteindre cet idéal-là. On doit aller dans l'éducation permanente du public. Bien. Et c'est ça qu'il faut pour nous aujourd'hui. Il faut beaucoup éduquer vivement que, au lieu que nous qui sommes du cercle des journalistes, nous mettons de l'huile sur le feu, il faut aller plutôt à l'éducation pour que l'apaisement soit général. Bien, oui, terminé, Fortuné. J'aimerais peut-être ajouter par rapport à ce que Aristide disait tout à l'heure, par rapport au speaker, c'est très, très, très normal. Pourquoi? Parce que s'il y avait un speaker l'autre jour contre Semassi et Togopor, et que peut-être un speaker en thème va vers les supporters, leur dit que bon, le but est refusé parce que le ballon est sorti au préalable, c'est que peut-être il ne devait pas avoir cet incident. C'est ce que j'ai voulu ajouter par rapport à ça. Voilà. Oui, très rapidement. Proposer à la fédération pour les prochaines compétitions, il faudrait quand même également qu'on puisse mettre en place, décerner des prix, par exemple, à des supporters. Pas individuellement des supporters, parce que cela peut également des groupes de supporters pour dire trophée de fair play, la meilleure équipe fair play, etc. Le meilleur groupe de supporters. Voilà, ça peut également amener les gens à ne pas aller vers la violence. Et l'autre aspect de la chose, c'est peut-être aujourd'hui, puisqu'il y a déjà quelque chose, les forfaits sont déjà commis, la fédération peut convoquer une conférence de presse et donner une liste de mesures et prendre un certain nombre de mesures, dit désormais lorsqu'il y aura violence sur un stade, etc., ça veut dire que la personne qui sera auteur de cette violence tombe sous le coup de la loi et peut être poursuivie. Désormais, sur un stade, quelqu'un qui sera un fauteur de trouble, on
va peut-être lui interdire l'accès au stade pour Bien. une certaine durée. Je crois que c'est des mesures en tout cas qui peuvent aider. Des mesures dissuasives en Bien tout cas. évidemment. Bien, on va mener un petit débat autour de la candidature du Maroc pour l'organisation de la CAN, du Mondial 2026. Le Maroc a-t-il une chance devant les États-Unis, le Canada et le Mexique? C'est juste derrière ça. Sport FM. La violence dans les stades ne passera pas par moi. Carton rouge aux fauteurs de troubles. Et voilà, le Maroc, le royaume chérifien qui souhaite bien organiser le mondial dans 8 ans, celui de 2026. On sait que celui qui va avoir lieu cette année, c'est déjà calé, c'est la Russie, c'est dans quelques jours d'ailleurs, tout est fait prêt, même si au niveau de quelques stades, il y a des retouches encore à faire. Le Maroc, pays africain, veut organiser le mondial de 2026 et a déposé sur la table une enveloppe de 15 milliards 800 millions. Vous faites le calcul, ça fait près de 8 000 milliards de CFA. Le Maroc a-t-il une chance face aux États-Unis, au Mexique, au Canada? Oui, moi personnellement, en tant qu'Africain, je me dis que le Maroc a la chance. Pourquoi? Parce que quand on réunit nos confédérations, et surtout que je me dis que peut-être nos colonies vont nous supporter, je me dis le Maroc a la chance pour pouvoir organiser la CAN 2026. Le mondial 2026. Oui. Pourquoi? Parce que maintenant, vous savez, certes, Trump n'est pas le bien-aimé, donc je me dis qu'il y aura vraiment des confédérations aussi qui ne vont pas vraiment vouloir peut-être voter comme pour eux. Donc je me dis... Voilà, le Mexique qui a organisé le mondial en 86 pour la dernière fois, les États-Unis c'était en 1994, et le fait d'avoir attribué d'ailleurs le mondial à la Russie et puis au Qatar n'a jamais fait plaisir aux États-Unis. Voilà pourquoi la FIFA, ils ont tout fait pour que la FIFA soit dégagée et qu'il y ait un congrès. Alors, aujourd'hui, un pays africain après l'Afrique du Sud, la France vient de soutenir la candidature marocaine. Noël Le Graët l'a annoncé que lors du prochain vote, la France a décidé de soutenir le Maroc et les lobbying ont déjà commencé et il y a certains critères qui viennent d'arriver, à savoir les villes qui vont accueillir les compétitions. Il faut une population d'au moins 260 000 habitants et le Maroc a déjà commencé par crier, on va dire, au favoritisme. Vous pensez que le royaume chérifien a une chance? Non, il faut d'abord voir est-ce que le Maroc a la capacité même d'accueillir un mondial. Selon vous? Et il ne faut pas oublier que le Maroc, quand il y avait eu avec l'ancien président de la FIFA un mondial tournant, le Maroc était déjà candidat avec l'Afrique du Sud pour organiser le mondial en ce temps-là. L'Afrique du Sud n'était pas seule. C'est-à-dire, dès ce temps, le Maroc était déjà prêt. Il faut dire que le Maroc était candidat en 98, 2002, 2006, et chaque fois battu. Voilà, donc ça veut dire que le Maroc est prêt depuis pour organiser cette Coupe du Monde-là. Et au plan des infrastructures, le Maroc n'a rien à envier aux équipes et aux pays de l'autre côté. Maintenant, c'est au plan des lobbying et au plan de la portée que cela peut apporter même à la FIFA. C'est sur ce côté-là, souvent, que nos pays sont battus. Donc, tout dépendra de la politique de la FIFA actuelle. Est-ce que la FIFA voudrait vraiment que les mêmes pays n'organisent pas chaque fois le mondial? Pendant longtemps, le mondial a été organisé entre l'Amérique du Sud et l'Europe. Et c'est maintenant qu'on est en train de diversifier cela. Est-ce que cette façon de diversifier l'organisation du mondial est encore au rendez-vous? Si c'est encore au rendez-vous, c'est par là que le Maroc aura son salut, pas la chance, mais un salut. En tout cas, on avait dit que est-ce que un pays africain pouvait organiser une Coupe du Monde, mais la FIFA elle-même avait donné une note de 9 sur 10 à l'Afrique du Sud après l'organisation de ce mondial en 2010. Oui, Kylian Kouesso, vous pensez que le Maroc, avec toute cette enveloppe déposée, et le roi qui a bien envie, le roi Mohamed V, qui ne veut pas se louper, il a mis les moyens, près de 8 000 milliards de CFA sur la table, et on y va. C'est possible pour le Maroc? En dehors de ces milliards qui sont sur la table, je pense que le Maroc aujourd'hui a les infrastructures adéquates, bien sûr, en sportif, pour pouvoir accueillir une compétition comme la Coupe du Monde. Maintenant, comme vient de le dire Michel, je pense que ça dépend un peu des envies de la FIFA, parce que si... C'est pas la FIFA qui vote?
bien sûr, mais si la FIFA trouve que organiser la Coupe du Monde au Maroc ne l'avantage pas dans certains domaines, je pense que elle peut jouer. Elle fera tout pour empêcher ça. Parce que les gens qui seront là, la majorité, ils sont à la FIFA. C'est eux qui vont voter. Maintenant, si les votes vont en défaveur du Maroc, ça peut poser problème. Mais là, il y a beaucoup de pays qui se manifestent déjà et qui apportent leur soutien à cette nation-là. Et je pense que toute la Confédération africaine de football doit se mobiliser également. Ceux qui vont voter, que le vote soit maximisé pour permettre justement au Maroc d'accueillir cette compétition. Parce que là, quand il s'agit des infrastructures, il y en a quand même au Maroc pour organiser une coupe du Monde. Aristide Covidien, le Maroc peut devenir le deuxième pays africain après l'Afrique du Sud à accueillir cette compétition la plus prestigieuse au niveau des nations. Ce sera d'ailleurs la première édition à 48 sélections. Ah oui, moi j'y crois fermement et je crois certainement que l'espoir est encore permis. Qui vit de l'espoir ne mourra jamais de chagrin. C'est seulement ce qu'on peut dire aux Africains. Ils n'ont qu'à continuer toujours à prier pour cette nation. Vous savez que sans la magnanimité du roi Mohamed V, point de phase finale du championnat d'Afrique des Nations au Maroc la dernière fois, parce que vous savez le Kenya n'avait pas aussi encore les moyens pour accueillir cette compétition et voilà. Ils ont accepté. Ils ont assuré. Et surtout en termes d'infrastructures, je crois que le Maroc aujourd'hui est au top. Et parlant même des infrastructures, pour parler des télécommunications, le Maroc fait partie des numéros 1 aujourd'hui en Afrique qui parle de télé. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de l'organisation d'une Coupe du Monde, il faut non seulement les infrastructures routières, les infrastructures hôtelières, la télécommunication et surtout au niveau de la FIFA, on met beaucoup plus l'accent sur la télécommunication parce que vous savez, on ne va pas organiser une compétition avec un faible débit Internet, on ne va pas organiser une compétition avec des problèmes de diffusion radio parce que par exemple sur le terrain, vous avez parlé tout à l'heure avec Monsieur Cedro des oreillettes. Les oreillettes fonctionnent avec un système radio. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Et aujourd'hui, nous avons la chance au Togo d'avoir une société marocaine qui est bien placée en termes de télécommunications. Et donc, moi, je pense aujourd'hui qu'en termes d'infrastructure, cette nation est bien placée. Maintenant, il revient de poser sur la table cette question de lobbying. Parce que vous savez, en Afrique, lorsque vous n'avez personne pour pouvoir vous défendre dans des instances, ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'au dernier moment, on cherchera peut-être à savoir si le Maroc est vraiment un pays africain. Ou peut-être on cherchera à savoir si c'est ce Maroc qui a véritablement battu le Togo à la dernière Coupe d'Afrique des Nations. On cherchera certainement des raisons. Mais lorsque vous aviez des gens pour pouvoir vous défendre, moi je pense certainement que, bon, ça serait pas véritablement une surprise de voir le Maroc passer. Les Africains aujourd'hui seront derrière le Maroc. En tout cas. Qui partira ou qui va peut-être haut la main arracher donc cette organisation. Il ne faut pas oublier. Le Maroc est d'ailleurs et reste dans l'histoire le premier pays africain à placer un arbitre FIFA, disons, à une finale d'une Coupe du Monde. Monsieur Belcola, en 98, lors de cette finale entre le Brésil et la France. Voilà, et malheureusement, il n'est plus de ce monde. Paix à son âme. Oui, Seydou Rossi, vous croyez aussi en cette candidature marocaine ? Oui, je crois, étant africain, je crois fermement à cela et tout le monde l'a déjà dit, il faut une sensibilisation, un lobbying, c'est une question de vote. Et tous les pays affiliés à la FIFA ont droit de vote. Si nous prenons la Confédération africaine de football, le nombre est important. Il faut que ça parte d'abord de chez nous. Que tous les Africains soient derrière ce Maroc-là qui représente dignement le continent. Et on fait le reste de lobbying dans les autres continents pour pouvoir accompagner. Sinon, le Maroc a ses chances. En tout cas, la fédération, le Maroc peut compter sur la Confédération africaine de football. Il y a une très bonne entente entre le Maroc et
cette confédération dirigée par le Malgache Ahmad en tout cas. Ça fait 52 voix, hein. C'est important dans la balance en tout cas. Oui, c'est très important. C'est très important. Oui, c'est le quart puisqu'il y a 204, 206. Si le Maroc a déjà toute l'Afrique, la France s'est prononcée. Peut-être que la France va constituer la locomotive au niveau de l'Europe pour que le Maroc passe. Oui, pourquoi pas. Oui. En tout cas, on verra bien.